célébrer ce mercredi l'hommage à Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie décapité à quelques pas de son collège. Et vous entendez cette chanson, One Love de U2, pour lui rendre hommage lors de cette cérémonie nationale. Samuel Paty qui a donc été assassiné il y a désormais une semaine, jour pour jour. C'était vendredi dernier. Un professeur qui avait son métier chevillé au corps. Il a été assassiné pour avoir usé de sa liberté d'enseigner, du maître d'école en passant par instituteur, pour arriver aujourd'hui à professeur des écoles. Nous avons choisi aujourd'hui de revenir ce matin justement sur l'histoire de l'un des plus beaux métiers du monde avec vous, Laurence Kahn. Le 17 octobre 1957, l'Académie royale de Stockholm décerne le prix Nobel de littérature à Albert Camus pour l'ensemble d'une œuvre mettant en lumière les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes. La lettre de Camus adresse alors à Monsieur Germain est certainement l'un des plus beaux éloges du métier d'instituteur. Je vous propose d'écouter ces mots simples et magnifiques lus par Mathieu Chédid. Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers, qui malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissante élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Affectueusement, Albert Camus. Lettre à Monsieur Germain, lue par Mathieu Chédid, le maître d'école élémentaire, personnage loué dans cette très belle lettre signée donc Albert Camus. Il faut dire que le maître d'école était encore au début du 19e siècle, Laurence, un homme extrêmement modeste, comme il avait d'ailleurs été sous l'Ancien Régime. Comme nous le rappelle le livre de Théodore Zeldin, Orgueil et intelligence, histoire des passions françaises. Loin de posséder un statut professionnel, c'était très souvent un paysan ou un artisan au chômage, un marchand de participes qui pouvait colporter des pots et des casseroles une année et enseigner l'année suivante. Il portait 1, 2 ou 3 plumes à son chapeau pour indiquer qu'il pouvait apprendre à lire, à écrire et à compter. Et peu d'entre eux pouvaient enseigner tout cela. Les instituteurs ne parvinrent jamais à échapper à cette pauvreté, même lorsqu'ils devinrent fonctionnaires et que l'État entreprit de leur verser leur traitement. Ils furent les plus mal payés de toute l'administration. Et si on fait donc un petit pas dans l'histoire, il faut rappeler cette date, 1832-1834 par ailleurs. C'est la date à laquelle l'uniforme fut instauré. Et le premier à organiser des écoles normales sur une base uniforme fut Guizot, un ministre de l'instruction publique et ancien professeur d'université. Absolument, Ilana. Il donna des ordres fermes pour que ces écoles évitent de fomenter chez les élèves instituteurs ce dégoût de toute situation modeste, cette soif excessive de bien-être matériel qui tourmente de nos jours la destinée de tant d'hommes en corrompant leur caractère. On leur demandait énormément, mais dans un esprit de sacrifice. La discipline des écoles devait être sévère pour qu'ils sachent comment inculquer la même obéissance aux enfants, car c'était la discipline à l'école qui déterminait le respect de l'autorité légitime qu'auraient dans l'avenir les élèves. L'État vous demande plus que le tribut de votre intelligence et de vos connaissances. C'est l'homme tout entier qu'il réclame. Vous parliez donc à l'instant, Laurence, de Théodore Zeldin. Il explique, lui, qu'en retour, je cite, les enseignants ne doivent espérer ni gloire ni fortune et doivent se contenter de l'austère plaisir d'avoir servi leurs frères humains. Théodore Zeldin qui ajoute, ils n'obtiendront rien au-delà de leur obscure et laborieuse condition.
En 1851, oui, quelques 3000 instituteurs furent démis de leurs fonctions parce qu'ils étaient considérés comme dangereux. En 1863, un journal commentait, je cite, « Constamment à la merci d'un rapport d'inspecteur ou d'une dénonciation, transférée fréquemment sous le moindre prétexte, les instituteurs de la campagne ont atteint un tel degré de misère morale que tous ceux parmi eux qui sentent pouvoir réussir émigrent vers le fonctionnariat, les chemins de fer ou l'industrie privée. » Le gouvernement commença alors à les traiter avec un peu plus de respect. Les paysans considéraient les instituteurs comme des enfants rusés, ayant réussi à éviter la pénible besogne que les gens ordinaires acceptaient. Ils s'irritaient de leurs longues vacances, de leur peu d'heures de travail et du salaire fixe qu'ils recevaient régulièrement, quel que soit le temps. Et c'est au cours du XXe siècle que tout va commencer à évoluer. De nouveaux éléments viennent modifier d'ailleurs l'image et les ambitions des instituteurs. En premier lieu, les hommes commencèrent à abandonner la profession. En 1891, on recruta pour la première fois plus de femmes que d'hommes. Des femmes pouvaient ainsi enseigner à de jeunes garçons, mais par contre, les hommes ne pouvaient enseigner dans les écoles réservées aux filles. Les institutrices se consacraient moins à la politique et avaient moins le désir d'une activité extérieure au monde de l'enseignement. En second lieu, les hommes se consacrèrent à un travail pédagogique qui n'était plus seulement primaire, un terme qui ne signifiait plus élémentaire, car les écoles primaires supérieures et les écoles normales pouvaient atteindre le niveau du baccalauréat. Et il faut dire que le cœur du nouvel enseignement primaire mis en place par la Troisième République fut à la fois la morale et l'instruction civique. Ce sont elles qui soulèvent les plus grandes controverses chez leurs opposants. La Première et la Deuxième République s'étaient mises à l'œuvre. Hippolyte Carnot, ministre de l'Intérieur public en 1848, avait distribué de petits livres qui combinaient la propagande républicaine avec des exhortations à la vertu et des explications philosophiques portant sur les raisons d'être à la fois vertueux et républicains. Mais ce furent Jules Ferry et Paul Bert qui en firent une partie intégrante du programme des écoles. Après 1880 et 1882, il devint obligatoire de faire précéder le travail de la journée par une petite leçon de morale. Et beaucoup d'innovations furent réalisées, surtout dans l'éducation des très jeunes enfants, dans les écoles. En 1847, le ministre de l'Instruction publique lui-même pensait que ces établissements ne nécessitaient aucun matériel scolaire. Les enfants à l'époque n'avaient pas de table pour dessiner et mangeaient leur repas dans une assiette posée sur leurs genoux. Mais tout change en 1880 lorsque Jules Ferry abolit ces salles d'asile notamment et les rebaptise écoles maternelles. Oui, en leur confiant la mission non plus d'entraîner les enfants en les faisant répéter comme des perroquets, des mots qu'ils ne pouvaient comprendre, mais de leur donner les soins que requiert leur développement physique, moral et intellectuel. En 1879, Jules Ferry nomma Pauline Gergomar, fille d'un inspecteur d'école primaire, nièce d'un pasteur protestant et cousine des fameux anarchistes, les frères Reclus, inspecteur général en lui confiant la charge de l'éducation des enfants en bas âge. Et voilà pour cette petite rétrospective du métier d'enseignant. Aujourd'hui, Laurence Kahn, les défis sont immenses. Vous le savez, pour les professeurs, il s'agit ni plus ni moins que de résister à la censure comme à l'autocensure. Tel sera en effet le défi des professeurs au lendemain de la décapitation de Samuel Paty. Mais pour continuer à porter la liberté d'enseignement, tous les acteurs de la communauté éducative devront être soutenus durablement par la communauté nationale, car les élèves d'aujourd'hui ne doivent pas devenir les citoyens paniqués de demain. C'est en tout cas ce que nous dit Cyril Brett dans un article à lire dans Slate.fr. Merci Laurence pour ces précisions. On rend hommage ce matin bien sûr à Samuel Paty. Attaquer un journaliste ou un caricaturiste, c'est menacer la liberté d'expression au présent. Une chronique que nous dédions bien sûr à Samuel Paty, mais aussi à Jonathan Sandler. Ce professeur juif assassiné en mars 2012 avec ses enfants et Myriam Mossonego également à Ozar Hatorah Toulouse. Et puis à travers ses victimes, l'ensemble des professeurs des écoles, collèges et lycées de la République française.